Tu te rappelles Aton dans Knights of the Old Republic 2? Et comment j'adore ce personnage! Impossible à prendre en défaut. Préparé à résister à toute forme d'attaque mentale, conscient de la noirceur de l'univers, mais toujours souriant, toujours une blague à la bouche. Un personnage bien classe comme je les aime. Bon bah tu l'as visiblement perçu de la même manière que moi. Bien sûr, il y a une autre façon de le percevoir. Bah, apparemment celle des scénaristes qui déjà lui avaient prévu une fin particulièrement pourrie, et qui en plus font dire à tous les autres personnages, on ne sait pas trop pourquoi, que c'est un idiot, un crétin, un inconscient, un immature, un rigolo, alors que non. Aucune de ses actions ou de ses paroles ne vient étayer ce point de vue sur lui. C'est une image que les autres ont de lui et qui sort vraiment de nulle part. Ce n'est pas un cas isolé. Il arrive fréquemment dans la fiction qu'un personnage soit décrit par les autres comme particulièrement incompétent, alors que dans ses actions, il fait preuve de toutes les compétences possibles et imaginables. On s'attend alors à ce que les événements viennent prouver aux autres à quel point ces accusations d'incompétence sont infondées. Mais il y a des personnages auxquels ça n'arrive jamais. Au contraire, il n'arrivera à ces personnages que des merdes, et pas n'importe quel genre de merde, le genre dont on pense que ça n'arrive pas aux héros badass. Pour prendre l'exemple d'un film qu'au moment de sa sortie, tout le monde a adoré sauf moi, Anna, dans La Reine des Neiges, est une fille extrêmement intelligente si on ne la juge que par ses actions. Ok, elle se fiance un peu rapidement, mais elle a une très bonne excuse pour ça. On l'enferme sans explication dans son château depuis sa plus tendre enfance, et elle n'a qu'une journée devant elle pour réaliser son rêve de rencontrer l'amour. Et elle a beau être pressée, elle ne fait pas son choix de manière stupide pour autant. Si elle craque pour le prince Hans, ce n'est pas parce qu'il est trop beau, mais parce qu'il semble sur la même longueur d'onde qu'elle, pense comme elle, mange les mêmes sandwichs qu'elle et finit ses phrases. Là, pour le coup, si ça foire, ce n'est vraiment pas parce qu'elle aura été bête. Mais le scénario, par la bouche de Christophe, nous explique que sa conduite est stupide, que cette fille qui, lorsque sa sœur s'oppose à son mariage, essaye de discuter comme une adulte responsable au lieu de faire un caprice d'adolescente immature, cette fille qui, avant de partir à la recherche de sa sœur, se rappelle qu'elle est une princesse et songe à nommer un gouvernement provisoire pour pallier les difficultés qui pourraient se présenter pendant son absence, bref, cette fille qui, dans toutes ses actions, se montre mature, responsable et intelligente, est en fait une gamine irresponsable et stupide. Et on sent que c'est bien là le point de vue des scénaristes. Ils avaient l'intention d'écrire l'histoire d'une fille qui pêche par irresponsabilité et provoque une crise de nerfs chez sa sœur en le faisant. Finalement, ce n'est pas ce personnage-là qu'ils ont campé, mais c'est quand même cette histoire-là qu'ils ont écrite. Difficile de déterminer comment ça a pu arriver, peut-être qu'ils n'ont pas su trouver l'équilibre entre la nécessité de faire avoir des problèmes au personnage et la nécessité de le rendre sympathique. Je sais pas. On peut faire vivre une situation d'échec à un personnage et montrer qu'il avait tout de même raison. Il suffit pour ça de montrer que c'est un problème d'état du monde ou une forme extrême de malchance, et on peut même en faire un gag. Mais dans le cas d'Anna, il est clair que le scénariste veut non seulement que le personnage ait des problèmes, mais aussi démontrer que ce personnage échoue parce que c'est un loser. Il veut les deux. L'un n'est pas seulement la conséquence de l'autre. C'est flagrant dans des cas comme celui de Magral Guzday dans Les Annales du Disque Monde, où l'échec du personnage n'est pas une nécessité scénaristique, et où le personnage est malgré tout dénigré, maltraité impunément par les autres, et contredit par un scénario qui lui donne systématiquement tort, alors que ce qu'il dit est totalement sensé, et où ces choses arrivent de manière tellement gratuite qu'on n'a pas d'autre explication en tête que c'est pas possible. Les scénaristes détestent ce personnage. Et malheureusement, dans la télé-jeunesse où on est souvent obligé de mettre en scène des personnages différents pour faire recette, il arrive malheureusement fréquemment qu'un d'entre eux subisse ce désamour. Nous avons relevé les 10 cas qui nous semblaient les plus représentatifs et allons essayer de déterminer à chaque fois pourquoi il y a un tel décalage entre ce que le personnage montre qu'il est réellement et comment les scénaristes et autres personnages estiment qu'il mérite d'être traités. Pour vous en exclusivité dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des personnages formidables que, pour une raison obscure, les scénaristes semblent détester. Mal aimé numéro 10, Winry dans Full Metal Alchemist 2003. Vous nous attendiez sur celle-là, évidemment. Dans FMA 2003, il n'y a que deux choses que nous n'avons pas appréciées. La première, c'est la fin, ça on en a déjà parlé. La deuxième, c'est la façon dont ces sadiques qui étaient au scénario ont décidé de traiter le personnage de Winry. Petit rappel pour ceux qui suivaient pas. L'animé de 2003 au début c'était l'adaptation du manga, mais vu que le manga paraissait moins vite que l'animé, la série a décidé d'improviser sa propre histoire plutôt que de faire des fillers. Le personnage de Winry avait été prévu par la mangaka pour être le love interest de Ed, mais pour une raison mystérieuse que décidément nous ne comprendrons jamais, les scénaristes de l'animé préféraient voir ce dernier avec Rose. Si on en croit le film, ils préféraient le voir avec n'importe qui. Genre, une odieuse traîtresse doublée d'une trouillarde avec autant de personnalité que le troisième écrou en partant de la gauche sur le sommet d'une bouche à incendie.
N'importe qui, pourvu que ça soit pas Winry. S'il ne voulait pas concrétiser l'intrigue romantique initiée dans le manga, il pouvait parfaitement faire quitter l'intrigue à Winry. D'ailleurs, ils l'ont fait avec Yoki, qui est récurrent dans le manga, mais qui dans le premier animé est juste un personnage du début vers qui on ne reviendra plus maintenant que la situation a évolué. Mais non, les scénaristes de la série ont délibérément gardé Winry bien au centre de l'intrigue, mais attention, en veillant d'une part à ce que rien de ce qu'elle fait ne soit jamais utile au héros ni de près ni de loin, d'autre part à ce que chaque fois qu'on a besoin que quelqu'un dise la réplique qu'il ne faut pas par pure ignorance, ce soit elle qui la dise, et enfin à ce que si jamais elle a le malheur de faire quelque chose d'intelligent, de noble, de gentil, de beau, ça soit mis en scène d'une manière qui la ridiculise complètement. Oui, on a le sentiment que les scénaristes tenaient vraiment à ce qu'on constate combien elle est nulle. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir réellement rendue nulle? Il y a des auteurs qui, quand ils reprennent une histoire commencée par d'autres, voire par eux-mêmes, retconnent les personnages qu'ils n'aiment pas pour les rendre stupides et incompétents. Je déteste quand un auteur fait ça, mais au moins l'intention est compréhensible. Là, c'est pas ça. Winry a été posée comme une excellente mécanicienne, avec un caractère bien trempé, très amoureuse de Ed, et elle le reste jusqu'au bout. C'est seulement le scénario qui la met, elle, toujours elle, dans des situations où n'importe quel personnage, même le plus badass, ne pourrait qu'être ridicule. Et comme si ça ne suffisait pas, les scénaristes insistent énormément sur combien son sort est injuste, sur combien elle aime sincèrement ce type qui ne la regarde même pas, sur combien elle mériterait pourtant qu'il la regarde. J'avais essayé d'estimer combien de centimètres tu aurais pris et je suis tombée pile. Bon, le coup de la fille amoureuse du héros sans que celui-ci en ait rien à foutre, il y avait déjà ça dans Goldorak. Sauf que dans Goldorak, non seulement Vénusia joue malgré tout un rôle dans l'intrigue principale en devenant pilote d'astronef, jusqu'à ce que Marisou la remplace, passons, mais en plus, bien qu'Actarus repousse brutalement ses avances, il a quand même un minimum d'affection pour elle. Puisse ton affection me protéger. Oui, c'est du friendzonage, mais rendez-vous compte que Winry ne se fait même pas friendzoner. Malgré ce que Hughes prétend, Ed ne voit en Winry que sa mécanicienne habituelle, c'est tout. Il pourrait aller voir un autre artisan, il a juste la flemme. Il n'a aucune estime particulière pour le savoir-faire de Winry, et pousse le cynisme jusqu'à le lui dire. Winry, tu sais... Dans le fond, c'est pas tellement des automails dernier cri que je recherche. Non, ce qu'on veut avec Al, c'est juste retrouver nos corps d'avant. On n'a pas le choix. Et le pire, c'est qu'il dit vrai, c'est bien ça son but. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que son attitude se comprend. Son automail est justement, avec l'armure de Hal, l'aspect de sa vie auquel il ne consentira jamais. On n'est pas non plus dans le cas d'Amy Rose dans Sonic X. La déconvenue amoureuse de Winry n'est pas un gag. D'ailleurs, aucune des situations où on la couvre de ridicule n'est vraiment un gag. Ce qu'elle fait est inutile, et si elle se balade dans la forêt à la recherche de Ed et Hal, elle perd le contrôle de son vélo. Mais c'est pas drôle, c'est juste ridicule. Tragiquement ridicule. Ok les scénaristes, on a compris, vous trouvez que ce personnage n'a rien à faire dans FMA. Sans doute parce qu'elle est trop positive, trop normale, trop saine d'esprit pour interagir avec autant de tragédies et d'horreurs. Et c'est vrai que pour arriver à la mettre en avant, il faudrait sûrement interrompre l'intrigue principale pour lui faire jouer son arc personnel, comme ça se passe dans FMA Brotherhood. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir simplement laissé de côté? C'est ce qui se passe avec Akari dans Hikaru no Go. Akari n'a rien à voir avec le monde du Go, donc on la montre plus, sauf de temps en temps pour montrer qu'il y a un monde extérieur, ce qui n'est pas inintéressant. Winry pouvait très bien être le monde extérieur qu'on revoit de temps en temps si vous teniez à ce point à ce qu'elle ne soit pas le love interest principal. Elle avait toutes les qualifications pour. Lors de la sortie de notre vidéo sur FMA, plusieurs spectateurs ont cru à tort que lorsque nous critiquions le traitement du personnage de Winry dans FMA, c'est le personnage de Winry lui-même que nous critiquions. C'est faux! J'ai une profonde affection pour ce personnage. Son traitement ne m'énerverait pas autant si c'était pas le cas. Elle est volontaire, énergique, dévouée à celui qu'elle aime, fidèle à ses amis. Même mise à l'écart, elle tente de faire ce qu'elle peut pour les aider en menant sa propre enquête de son côté. Et découvrant qui est le meurtrier de ses parents, elle se pose sincèrement la question de s'il mérite vraiment sa haine avant de le mettre en joue avec un flingue comme elle le fait dans Brotherhood. Bref, elle est mature, sage et généreuse. Trop normale pour l'univers dans lequel elle vit, certes, mais c'est tout de même un bon personnage. L'acharnement qu'elle a subi de la part des scénaristes de FMA 2003 est vraiment injuste et incompréhensible. Mal aimé numéro 9, JP dans Digimon Frontières. On vous a déjà parlé de JP. JP est gros, donc JP est le gros. Son rôle dans l'intrigue va se limiter au gag de gros, c'est-à-dire qu'il est bête, et que quand il y a une gamelle à prendre, c'est pour lui. Il n'a que deux choses en tête, manger parce qu'il est gros et se taper la fille parce que c'est japonais. Nous de toute façon, on n'est pas fan des gags de gros. Mais là, il y a une chose en plus qu'on vous a pas dite, c'est que JP n'est pas un personnage antipathique. Du tout. Certes, il est énervant parce que les gens un peu bêtes sont énervants, et il ne s'intéresse à la fille que parce que c'est la fille, sans même chercher à la connaître, mais jamais il ne se conduit réellement mal. Bien qu'elle l'en accuse, il ne harcèle pas la fille comme le feraient certains, et il ne s'imagine pas qu'elle va lui tomber dans les bras juste parce qu'il lui aura fait un compliment. En plus, il fait parfois preuve d'empathie, de pragmatisme, et même d'ingéniosité. Les emmerdes qu'il récolte, il les récolte par bêtise et par malchance, mais ces emmerdes sont imméritées dans le sens où elles ne sont pas une rétribution pour son mauvais tempérament. Ce n'est pas un connard.
C'est quelqu'un de bonne volonté, qui sait même faire preuve d'intelligence de temps à autre, mais que les scénaristes accablent d'aveuglement et de malchance chaque fois qu'ils veulent faire un gag sans trop se fouler à chercher quelque chose de drôle. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que sa bonne volonté n'était absolument pas nécessaire à la recette JP. Il aurait pu être comme Antoine dans Sonic le Hérisson. Tu l'as dit, Antoine c'est pareil que JP, sauf qu'Antoine n'est pas gros, il est français. Comprenez qu'il veut lui aussi se taper la fille et qu'il est obsédé par sa mise en pli. Les Américains ne sont pas très sympas quand ils représentent les Français. Remarque, les Français ne sont pas très sympas quand ils représentent les Français. Ce qu'est concrètement Antoine, et qui est censé le rendre automatiquement comique, c'est raffiné. On a déjà évoqué la curieuse méfiance affichée dans les dessins animés, particulièrement les dessins animés américains, pour les personnages élégants et les figures intellectuelles. Mais au moins ils ont fait l'effort que ne fait pas Digimon Frontier, ils ne se sont pas contentés de le faire raffiner. Son raffinement s'accompagne d'une certaine lâcheté motivée par l'instinct de préservation de sa précieuse personne, et surtout d'un snobisme profond. Antoine n'a aucun respect, aucune estime pour les autres personnages, et à l'exception de la fille qu'il rêve de se taper, il leur parle avec un profond mépris. Bref, contrairement à JP, il est antipathique. On n'a pas beaucoup d'empathie pour lui. S'il était sympathique comme JP, le gag ne serait pas drôle. Il n'est pas drôle. Peut-être, mais ses mésaventures sont plus méritées que celles de JP. Bon, ceci dit, les malheurs d'Antoine sont rarement la conséquence de sa trop grande prétention. Et puis, il lui arrive d'accomplir un exploit sans que personne ne reconnaisse que c'en est un. Mais la plupart du temps, il aura tellement été rude, déloyal ou méprisant dans les scènes précédentes, que l'enclume qui finit par lui tomber sur la tête semble amplement mérité, même si c'est sans rapport. Avec JP, on n'a jamais de raison de trouver ça mérité. Son seul tort est de s'obstiner à draguer une fille qui n'est pas intéressée, et encore, au final, ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça, à tel point qu'on pourrait croire que c'est de la vérité fausse numéro 2 s'il n'était pas gros. D'ailleurs, si on énumère les actions de JP et uniquement ses actions, elles sont toujours positives. Et en fait, la seule chose qui empêche de considérer qu'il est un héros au même titre que Takuya ou Koji, c'est qu'il est gros, qu'il est le gros. En passant, le gros n'est pas toujours gros. On le voit avec Code dans les épisodes de Code Yoko où les scénaristes s'égarent. C'est la même idée. Puer des pieds, c'est un problème qui peut tomber sur n'importe qui, mais d'après le scénariste, ça doit tomber sur Odd. Pour le gag. Au final, ce n'est pas que les scénaristes détestent particulièrement JP ou détestent particulièrement les gros, les français ou les maigrichons sveltes. C'est surtout qu'ils se sont fixé l'impératif de mettre un personnage comique et qu'ensuite le seul ressort comique qu'ils ont appliqué, c'est de faire arriver tous les malheurs possibles aux 10 personnages. De la paresse, quoi. De la paresse ou du manque d'inspiration. Faire rire, c'est pas facile. Mais JP est la preuve que quand on ne sait pas comment rendre un personnage drôle, il vaut mieux renoncer à avoir un personnage drôle dans l'équipe. L'intrigue de fond de Digimon Frontier était excellente, et si la conception des personnages n'avait pas été aussi négligée, elle aurait été la meilleure saison. Ce qui rend le cas JP d'autant moins pardonnable. Mal-aimé numéro 8, Sokka dans la saison 1 d'Avatar le dernier maître de l'air. Le cas du personnage qui se trompe ou se gamelle tout le temps juste parce qu'on a décidé qu'il était le comique, c'est une chose. Mais que pensez-vous du personnage qui se trompe ou se gamelle tout le temps juste parce qu'on a décidé qu'il était le comique, alors qu'il a objectivement de vraies compétences de héros? Au moins, les scénaristes d'Avatar le dernier maître de l'air ont compris que ça le faisait pas. À partir de la saison 2, le bon sens et les capacités de Sokka sont davantage reconnus par le scénario et les autres personnages. Même avant la saison 2, ils avaient eu le bon goût de ne pas faire des malheurs de Sokka le principal ressort comique de la série, comme on l'a fait pour JP dans Digimon Frontier. Non, les gamelles de Sokka sont épisodiques et discrètes. Mais elles sont plus injustes encore que celles que se prend JP. Et du coup, au final, ce n'est pas plus facile à supporter. Je ne sais pas si injuste est vraiment le terme, mais ce qui est sûr, c'est que Sokka a objectivement raison et que les événements lui donnent tort. Quand il dénonce la trop grande facilité avec laquelle les villageois croient au pouvoir de la voyante, il expose son point de vue de manière rationnelle et son raisonnement se tient. La preuve, il n'est jamais contredit. La voyante a sûrement de vrais super-pouvoirs, mais les prophéties qu'il relève comme étant autoréalisatrices le sont effectivement. Hé, toi! Je parie que Tante Wu t'a dit de mettre des souliers rouges. Oui, elle m'a dit que je porterai des souliers rouges quand je rencontrerai l'amour. Ah ah! Et combien de fois tu les as mis depuis qu'elle t'a raconté ça? Tous les jours. Alors elle aura forcément raison un jour ou l'autre! C'est vrai? Vous le croyez aussi? Je suis tellement content. On n'est pas dans le cas de Kid Flash de Young Justice qui ne croit pas à la magie en général alors qu'il est dans l'univers d'ici où la magie est un fait avéré depuis les années 40. Il est tout à fait rationnel de penser que cette voyante-là, dans cette situation-là, est un escroc. Que ce soit le cas ou pas, le fait de s'être posé la question est une preuve d'esprit critique et de capacité à raisonner. Seulement, cette question n'est pas le sujet de l'épisode. Sokka n'aura jamais la preuve de s'il a tort ou raison. La question était juste de savoir comment aider ces gens sans heurter leurs convictions, et Sokka est simplement ridicule d'avoir voulu les heurter. Ça encore, ça peut se défendre. Respecter l'autre, c'est aussi ne pas l'agresser en tournant en ridicule ce en quoi il croit. D'autant que, comme tu l'as dit, la voyante a bel et bien l'air d'avoir les pouvoirs que Sokka lui nie. À la rigueur, on peut se dire que Sokka se casse le nez parce qu'il manque de diplomatie. Mais dans le cas de la porte blindée dans le Temple du Feu, c'est autre chose. Sokka essaye de reproduire artificiellement la déflagration nécessaire à l'ouverture de la porte que seuls les maîtres du feu peuvent provoquer. L'idée est la même, Sokka est un scientifique dans un monde de magie, il échoue. Mais bon, même si finalement le feu magique c'est pas pareil que le feu normal, c'était bien d'essayer, la tentative était classe, non? Eh bien non, cette scène existe pour être un gag.
Regardez cette andouille de Sokka, comme il se conduit intelligemment, prend des initiatives, analyse la situation, propose des solutions. Comme c'est drôle. Très drôle. Bon, mais soyons honnêtes, nous soupçonnons les scénaristes de s'être servis du personnage de Sokka pour ridiculiser l'attitude qui consiste à croire qu'il peut tout contrôler, en particulier dans un monde où le divin existe. Mais ce soupçon, c'est de la surinterprétation. Ce gag est sans doute simplement là parce que les scénaristes ont trouvé ça drôle sur le moment, que Sokka, sûr de son coup, se prenne une fois de plus les pieds dans le plat. Mais c'est pas drôle. Ça pourrait l'être encore une fois si c'était une juste punition pour avoir été borné. Mais les a priori que Sokka a sur le monde, même quand ils sont absurdes, sont toujours pertinents par rapport à ce qu'il sait du monde. Les scénaristes prennent juste un malin plaisir à le confronter à des situations inédites devant lesquelles il est dépassé. Qui peut se vanter de ne jamais être désarçonné quand il est face à quelque chose de nouveau? Sokka, même quand il est dépassé, il est rationnel, il essaie de s'adapter, d'apprendre. Et les scénaristes le récompensent en faisant de son apprentissage un gag. Franchement, heureusement que les scénaristes ont fini par comprendre que ce personnage est bien plus intéressant quand son pragmatisme est adapté à la situation. Mal-aimé numéro 7, Mati dans Captain Planet. Bon, le concept de Captain Planet est déjà perturbant en soi. Attendez, un type qui n'existe que par intermittence quand les gamins qui l'invoquent font fusionner leurs pouvoirs, comment il peut avoir suffisamment d'expérience pour prendre des décisions et être efficace sur le terrain? En fait, comment il peut avoir une personnalité, un fil de pensée? Sans doute un peu comme Captain Thunder dans Flashpoint. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les fameux pouvoirs, détenus par les gamins en question. Pouvoirs dont ils ont le contrôle le reste du temps quand ils n'y ont pas renoncé en l'investissant dans le cousin délavé de géant vert. On connaît tous ces pouvoirs. L'eau, la terre, le feu, le vent et le cœur. Le cœur, le pouvoir à la con. C'est ce que tout le monde dit, sauf que c'est tout sauf un pouvoir à la con. Les autres, ils ont des pouvoirs à la con. Kwame fait bouger la terre, Wheeler fait du feu, Linka fait du vent, Guy fait léviter l'eau. Mati a le putain de pouvoir de lire et contrôler les esprits, bordel! Sérieusement, et pourquoi il est si naze alors? Déjà parce que les planétaires sont tous nazes. Ils utilisent trop peu leur pouvoir et mal. Mais surtout parce qu'il est foncièrement bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui confie ce pouvoir. On sait qu'il ne s'en servira pas pour lire des informations confidentielles dans l'esprit de quelqu'un de non consentant, ou pour contrôler quelqu'un, parce que ce n'est pas bien et qui ne veut faire de mal à personne. C'est un truc que les autres histoires impliquant ce type de pouvoir ont parfaitement compris. La télépathie, dans les mains de quelqu'un qui respecte vraiment les autres, ce n'est jamais très impressionnant. Pour que le télépathe crève l'écran malgré sa bonté naturelle, il faut soit que dans sa culture, lire et manipuler les pensées des gens ne soit qu'une forme plus élaborée de communication, soit qu'il ait un autre pouvoir à côté un peu plus impressionnant visuellement, soit qu'il ait un rôle primordial dans l'intrigue indépendamment de son pouvoir, soit qu'il mette ses principes dans sa poche à l'occasion. Mais Mati n'est rien de tout ça. Mati est un télépathe hypnotiseur qui ne se sert pas de ses pouvoirs parce qu'il est foncièrement bon. Il utilise sa bague du cœur surtout pour envoyer des messages ou deviner des états émotionnels, et du coup, tout le monde le traite comme un naze. Ses amis, les scénaristes, les spectateurs... Pourquoi faire ça? Pourquoi donner à un personnage un pouvoir aussi puissant que la manipulation mentale si c'est pour ne pas s'en servir? Eh bien, il y a une grosse contradiction entre la logique interne de l'histoire et la mise en scène. L'histoire, si on est attentif au dialogue, c'est bien que Mati a plus de force morale que les autres planétaires, que son pouvoir est en réalité le plus terrifiant parce qu'il permet de contrôler les esprits, et que Gaïa le lui a confié justement parce qu'il est celui qui est assez mature et responsable pour ne pas s'en servir. Mais dans la mise en scène, la plupart du temps, quand Mati daigne se servir de son pouvoir, on se débrouille par tous les moyens pour que ça ait l'air naze, comme si les scénaristes le croyaient réellement. Dans Marcelino aussi, le pouvoir de Marcelino est très sous-exploité. Mais comme c'est le héros, les auteurs ont quand même daigné montrer comment on peut changer le monde avec ce genre de pouvoir. Les scénaristes de Captain Planet se sont contentés de faire de Mati l'enfant fragile et sensible qu'il faut protéger, tout en posant les jalons qu'il fallait pour en faire bien plus que ça. Et ça, c'est le pire qu'un scénariste puisse faire. Amorcer quelque chose d'intéressant et le laisser en plan pour faire autre chose de moins intéressant. Mati aurait dû être un excellent personnage. Enfin, aussi excellent que peut être un personnage dans une histoire d'adolescent qui invoque un géant bleu pour chasser un nuage avec des yeux. C'est sûr que dit comme ça. Mal-aimé numéro 6. Rarity dans My Little Pony, les amis c'est magique. Je rectifie. Un scénariste peut faire pire que poser les jalons pour faire un bon personnage et ne quasiment rien construire sur ces jalons. Il peut passer la première partie de la série à camper effectivement ce bon personnage, puis dès qu'on s'y est attaché, décider qu'en fait, pendant tout ce temps, ce personnage en était un autre beaucoup moins intéressant,
et le traiter comme tel, faisant fi de son passé et de sa conduite. C'est ce qui arrive à Rarity. Rarity, on s'attend à ce que ce soit une Ashley de la cour de récré, une fille superficielle et égocentrique obsédée par l'apparence et chochotte au possible, qu'on intègre dans l'équipe de héros quand même, et dont on découvre éventuellement a posteriori qu'en réalité elle fait semblant d'être cruche pour avoir l'air cool, comme Sissy ou Queen. Enfin bref, on s'attend à ce que Rarity soit le stéréotype habituel. Et la série nous bluffe immédiatement par son approche de la question. En réalité, le fait est que Rarity ne s'intéresse pas à la mode et à l'apparence parce qu'elle est superficielle, mais parce que c'est une artiste. Elle crée des robes. Et elle les vend, c'est aussi une entrepreneuse énergique, autonome et brillante. Mais surtout, elle n'est pas égocentrique. Son élément est la générosité. On pourrait s'attendre à un scénario du genre « elle est égocentrique, puis elle réalise que les autres sont importants aussi, et pouf, elle reçoit le pouvoir de la générosité ». Mais non, elle est foncièrement généreuse dès le départ. Comment puis-je vous aider? Oh, mais quelle abomination! Qu'est-il arrivé à votre coiffure, très chère? Oh, vous voulez dire ma crinière? C'est une assez longue histoire. Je suis juste venue voir comment se passait la décoration de la salle. Ça se passe très bien, mais votre coiffure, il faut faire quelque chose. Attendez, où allons-nous? Au secours! Sa générosité consiste avant tout à faire don de son art, qui est donc la création de vêtements et la décoration. Être bien habillé ou vivre dans un environnement bien décoré n'a pas autant d'importance pour tout le monde, a fortiori pour des bonnets. Et du coup, on peut ne pas apprécier ce cadeau quand elle le fait. Mais elle ne l'en offre pas moins avec beaucoup de cœur et d'altruisme. Elle est même prête à sacrifier sa réputation de styliste pour créer une robe qui satisfasse ses insupportables copines impossibles à satisfaire. Mais ça, c'est les premiers épisodes de la saison 1. Ensuite, ça commence subtilement. D'abord, on commence par remarquer que les autres personnages la traitent quand même comme si elle était la chochotte superficielle classique qu'elle n'est pas. Ensuite, on réalise que d'un seul coup, elle s'est mise à se comporter comme la chochotte superficielle classique qu'elle n'est pas. Et tout le monde fait comme si elle avait toujours été comme ça. Ce serait déjà énervant si ça arrivait à un personnage auquel on n'est pas particulièrement attaché. Alors quand ça arrive à Rarity, c'est insupportable. Mais Rarity n'est pas la seule à faire les frais de cette amnésie qu'ont les scénaristes vis-à-vis des personnalités qu'ils ont données à leurs personnages. Fluttershy en est victime aussi à 2-3 occasions. Au début de la série, on la campe comme une grande timide pas très sûre d'elle, mais qui, parce qu'elle aime réellement ses animaux, sait faire preuve d'autorité vis-à-vis d'eux pour leur propre bien. Là encore, l'idée est géniale. On s'attend à ce que le personnage soit le stéréotype du timide et il se révèle plus complexe que prévu. Donc, dans la saison Magical Girl, comme le scénario exige qu'elle passe un épisode à découvrir une vérité profonde sur son élément, la gentillesse, elle va passer cet épisode à acquérir une compétence qu'elle a toujours eue. Faire preuve d'autorité vis-à-vis de ses animaux pour leur propre bien. Mais ça c'est classique, il y a ça plusieurs fois dans Digimon, et ce genre de choses arrive plus rarement à Fluttershy qu'à Rarity. Et c'est toujours plus discret. En tout cas, ça prouve que c'est pas contre Rarity en particulier que les scénaristes ont une dent. C'est juste une tendance générale qu'ils ont à oublier ce qu'ils ont fait des personnages. S'il y a un personnage maltraité dans cette série, c'est plutôt Spike. C'est un bébé mis aux travaux forcés, qui porte sur ses épaules de bébé les bagages de licorne qui auraient pu les déplacer sans effort grâce à leur pouvoir de lévitation, mais surtout c'est un serviteur zélé et efficace dont on ne reconnaît pas les mérites. Il a beau jouer le rôle de secrétaire et de conseiller, on l'estime remplaçable par un animal de compagnie. Et le jour où un dragon menace la tranquillité de la ville, qui envoie-t-on le raisonner? Fluttershy, qui en a peur, ou Spike, qui est lui-même un dragon? Je ne peux pas entrer dans cette grotte. Pour Spike, on est d'accord, le scénario est souvent injuste avec lui. Mais à côté, il est campé comme un personnage attachant et ce n'est jamais redconnu. Il a même l'occasion de faire preuve de sagesse en étant le personnage qui comprend avant tout le monde que l'intérêt d'aller à un gala avec ses amis, c'est d'être avec ses amis. Et puis, surtout, le cas Spike a le mérite d'être classique. C'est énervant, mais on s'attend à ce que dans un dessin animé pour enfants classique, il y ait des problèmes de genre. Le cas Rarity, lui, est complètement inattendu. C'est comme de couper la tête de Mr. Freeze et d'en faire un robot. Sauf que cette fois, on n'a même pas l'excuse d'avoir retiré sa motivation au personnage et de ne rien pouvoir en faire à moins de le transformer. C'est complètement incompréhensible. C'est pourquoi je pense que Rarity a sa place dans ce top 10. Mal-aimé numéro 5, Oon dans Jace et les Conquérants de la Lumière. En parlant de Spike, la mascotte rigolote et mignonne, c'était une recette inévitable dans les séries des années 80. Ils devaient penser que c'était indispensable pour capter l'attention des enfants. Le problème, c'est que la plupart du temps, cette mascotte se retrouvait à être le personnage le plus énervant de la série. Mais pas dans Jace. Pour une série qui a finalement consacré très peu de temps à rendre ses personnages de gentils intéressants, ça mérite d'être relevé. Oon est, mine de rien, le meilleur personnage de l'équipe, pour ne pas dire le seul, les autres dépassant rarement leur statut de stéréotype classique d'équipe de héros dans la SFF. Le jeune, le magicien, la petite fille au pouvoir psychique, le mercenaire, le poisson qui n'aime pas l'eau. Bon, ok pour le poisson qui n'aime pas l'eau, mais seul Oon a plus de profondeur que son rôle dans l'intrigue n'en impose. Après, c'est quand même un petit robot super trouillard à la voix criarde et qui tombe en morceaux tout le temps. Ce n'est pas un robot, c'est une armure vivante.
2, s'il tombe en morceaux, c'est étudié pour, c'est comme 6 PO. Tu veux dire 3 PO? C'était 6 PO quand j'étais petite et je t'emmerde. De toute façon, tu m'as comprise. Son fabricant l'a conçu pour qu'il se démonte au lieu de se briser en cas de choc violent, ce qui lui permet de survivre à beaucoup de choses. Ça ne l'empêche pas d'être constamment effrayé par ceux qui l'entourent. Et il a raison, ceux qui l'entourent est effectivement effrayant. À part ça, tu l'as vu reculer à un moment donné, toi? Non, Hoon a conscience du danger, de son ampleur, et il est totalement terrifié, mais pour sauver ses amis, il fonce sans hésiter. Et ce n'est même pas parce qu'il oublie toute notion de danger dans les moments où son maître est en péril. Ne vous inquiétez pas pour moi, maître Jace, votre vie est plus importante que la mienne. Il est toujours aussi mort de trouille, mais il fonce. Si c'est pas ça le vrai courage... Le courage n'ôte pas la peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et tout le monde le traite comme s'il était un froussard. Ses amis, le scénario, le public... Là encore, Hoon n'est pas le seul personnage à être traité comme ça. Erk est dans le même bateau. Ce gars travaillait à l'œil depuis le début de la série pour des gens qu'il ne connaissait ni des lèvres ni des dents à la base, et qui en prime ont commencé leur relation avec lui en l'arnaquant. Et on ose dire qu'il est cupide? Allons, j'en connais plus d'un qui aurait vendu cette bande d'escrocs aux monstres plantes pour se rembourser avec la prime. Erk doit bien se douter que si les méchants gagnent, il pourra pas trop profiter de son argent. Peut-être, mais même moi qui suis gentil... Si, même moi qui suis gentil, après m'être fait embominer comme ça, je laisserai ces enfoirés au premier spatioport venu en les invitant à se trouver une autre poire pour les transporter. Pas Erk. Erk, il les garde d'abord. Alors même que ces connards n'arrêtent pas de se moquer de lui parce qu'il se soucie de ses finances d'une façon tout à fait compréhensible de la part de quelqu'un qui travaille en freelance. Ok, tu as raison encore une fois. J'ai toujours raison. Mais comme pour Rarity et Spike, je persiste à dire que le cas Hoon est plus choquant que le cas Erk. Pour la même raison que le cas JP est plus choquant que le cas Antoine. Erk n'est pas antipathique, mais il n'est pas sympathique non plus. Il faut dire que si la série passe assez peu de temps à développer ses personnages, elle en consacre encore moins aux relations des personnages entre eux. Du coup, Erk n'a pas l'occasion de montrer que sous ses faux airs de rustre, il est réellement attaché à Jace et aux autres. Hoon est sauvé de ça grâce à son stéréotype de mascotte affectueuse, et du coup, voir les autres rire de sa soi-disant lâcheté est d'autant plus désolant qu'on sait combien il tient à eux et combien ces moqueries ont toutes les raisons de le blesser. Tu n'es sûrement pas le plus courageux de mes écuyers, mais tu es certainement le plus... comment dire... le plus... particulier? J'avais plutôt le mot bizarre sur le bout de la langue, mais particulier fera l'affaire. Au fond, le cas de Hoon est beaucoup plus facile à comprendre que celui de Matty. Vu que la série n'est pas orientée psychologie, il ne lui reste guère que l'action, et du coup tous les personnages sont amenés à y prendre part, même ceux dont le rôle est d'avoir peur ou de n'en avoir rien à foutre. Pour autant, les héros continuent à se traiter les uns les autres en fonction de leur rôle et non de leurs actions, d'où une certaine injustice dans leur attitude. Mal-aimé numéro 4, Davis dans Digimon 02. Là, c'est particulier, même les fans le détestent. Surtout les fans en fait. Oui, il est le souffre-douleur des scénaristes, mais je crois qu'ils l'aiment bien en réalité, et qu'ils en ont vraiment fait ce qu'ils cherchaient à en faire sans se planter. C'est-à-dire Davis, c'est le gars qui trouve que l'intelligence et la réflexion c'est pour les mauviettes, et qui en usera le moins possible dans son quotidien, mais qui, lorsque la situation est vraiment grave, sait prendre les bonnes décisions, car au fond, il a une assez bonne perception des enjeux et de la gravité des situations, et se soucie vraiment de savoir si tout le monde va s'en sortir. C'est Booster Gold, quoi. Oui, enfin non. Booster Gold est quand même un gentil qui s'ignore. Il devient un super-héros pour la gloire et l'argent, et c'est une fois qu'il est en situation grave qu'il agit en vrai héros. Davis, lui, il est gentil tout le temps. C'est juste qu'il met un point d'honneur à être un véritable crétin façon Sissi de Code Lyoko, parce qu'il est persuadé que ça lui donne l'air cool. Il a peut-être pas tort. Comment ça? Bah, c'est pas tout à fait nouveau, mais dans les dessins animés récents comme Young Justice, My Little Pony ou Gravity Falls, on trouve de plus en plus souvent des personnages cons et fiers de l'être. Mais vraiment, François Pignon est benet, mais il est surtout gentil. Là, je te parle de ces personnages qui non seulement adoptent systématiquement l'attitude la plus inadaptée à la situation, mais qui en plus sont totalement hystériques, incapables d'apprendre de leurs erreurs et de remettre en question leurs préjugés, et dissimulent un égocentrisme sans limite derrière un altruisme de façade qui ne trompe personne. Tu les vois, ces personnages? Oui, ceux-là, on a envie de les baffer. Et alors quoi? Et alors, ce sont les préférés des fans. Le public adore leur façon de n'en avoir rien à foutre. Malgré le fait, ou si ça se trouve, à cause du fait que cette façon de n'en avoir rien à foutre a une vraie influence sur l'intrigue. Et tout à fait celle qu'on peut imaginer faire échouer les plans des héros. Mais au fond, peu importe que ces personnages soient juste le ressort comique ou le boulet qui donnera aux méchants le MacGuffin qu'ils recherchent. Ce que les gens trouvent hyper stylé chez eux, c'est leur attitude crétine. Ah bon? Mais alors l'impopularité de Davis est d'autant moins compréhensible parce que lui aussi il est bâti suivant ce principe-là. À ceci près que là où la façade de crétinerie des Mabel ou des Pinkie Pie dissimule du véritable égoïsme, celle de Davis ne dissimule qu'une âme de héros. Sa façon d'être égocentrique ne l'empêche pas d'avoir suffisamment d'empathie pour sentir quand quelqu'un a besoin de soutien, ou quand la situation est grave. Jamais Davis n'invoquerait la vérité fausse numéro 4. Jamais il ne trouverait qu'une attaque de super vilain ultra dangereux est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'il ait jamais eu, ou qu'aller se bagarrer aux côtés des grands est plus important que de sauver une vie que lui seul
seul a le pouvoir de sauver. Jamais il ne ferait de harcèlement de rue à quelqu'un qui ne veut pas de lui, c'est à peine s'il essaye d'attirer l'attention de Carrie en faisant le pitre devant elle. Et il n'envisagerait jamais de vendre le corps de son frère aux méchants pour une chance de sortir avec son crush du jour, ça on le constate dans la série. Je pourrais jamais choisir parmi mes amis et sacrifier les autres. Est-ce que ça veut dire que le public préfère les personnages qui sont réellement d'horribles personnes à ceux qui font juste semblant? Non. Il y a une autre différence entre Davis et ses personnages hystériques que tout le monde adore. Mabel, Pinkie Pie et Kid Flash sont toujours extrêmement joyeux, pas Davis. Davis est un peu aigri, on ne peut rire que de lui, pas avec lui car il ne rit pas. Mabel, on peut rire d'elle ou rire des autres avec elle. Mais forcément que Davis n'est pas joyeux! Tous les autres personnages le détestent sauf Ken et Vimon. Il est parfaitement conscient du succès qu'il n'a pas, parce qu'il n'est pas réellement idiot. On le voit au fait qu'il a l'intelligence des situations et qu'il cerne instinctivement les règles de digivolution mieux que n'importe quel personnage des 5 premières saisons. Dis-moi tout de suite si tu te digivolves en ange quelque chose. Ange dinosaurmone, ange joueur de footmon. Il sait comment les choses fonctionnent, et ce qu'il est, il ne l'est pas par aveuglement ou par défaut, mais par choix. Il ne se prend pas la tête, il préfère profiter de la vie et des filles. D'après moi, ce pauvre Davis a besoin de s'entraîner. Bon, en tout cas, il profite de la vie. Davis, c'est Luffy, c'est Hawk Girl, sauf que lui n'a aucun super pouvoir et il vit dans un univers où foncer tête baissée et donner des coups de masse ne marche pas à tous les coups. Ce qui fait que, contrairement à Luffy et Hawk Girl, il est souvent en échec. Mais redisons-le, ce n'est pas par aveuglement qu'il est ce qu'il est, et si son manque de succès le déprime, il garde tout de même l'attitude de quelqu'un qui assume ses choix. Moi, je trouve que ça le rend classe. C'est un loser, mais il l'est de façon classe. Les autres ne sont pas aveuglés non plus, ils ont aussi surtout la chance que tous les autres personnages les aiment. Ils ne se rendent jamais compte à quel point leur comportement immature est saoulant et devrait leur valoir de rester tout seuls jusqu'à ce qu'ils se calment. Quand quelqu'un le leur dit, ils sont démentis par leur entourage, et par le scénario. Et pour avoir une telle joie de vivre malgré les ennuis manifestes qu'ils causent à leur entourage, il faut aussi qu'ils fassent quelque chose qui nous énerve beaucoup. S'en foutre de tout. C'est pourquoi nous ne sommes pas sensibles à cette histoire de joie de vivre. Davis n'a pas cette joie de vivre parce qu'il en a quelque chose à foutre des gens. Nous ne sommes pas pour autant insensibles à la recette du gars qui apporte de la joie autour de lui parce qu'il reste aveugle à tout ce que la situation peut avoir de grave. C'est ce qui fait que Rigol dans Goldorak me plaît. Le personnage ne m'insupporte pas parce que sa débilité fait du bien à son entourage en fait, en lui permettant de décompresser. En vrai, pas juste parce que le scénariste essaye de nous en convaincre. Vu que Rigol n'a en fait aucune autorité ni aucun pouvoir sur autrui, on peut l'ignorer quand il est embêtant. En outre, il n'en a pas rien à foutre des autres. Il s'inquiète sincèrement pour eux quand ils sont en danger. Ce qui n'est pas le cas de Mabel et Pinkie Pie, qui pourrissent souvent la vie de leur entourage et s'en tamponnent du moment qu'elles peuvent satisfaire leurs caprices personnels. Ou Kid Flash qui considère le super-héroïsme comme un jeu et se fout de savoir si son intervention est utile ou pas. Quoi qu'il en soit, ça prouve que faire un personnage irréfléchi et égocentrique mais attachant quand même est délicat. L'adhésion ou le rejet par le public va tenir parfois à un seul détail qui peut varier selon les spectateurs. Il faut s'attendre à ce que ce type de personnage ne plaise pas à tout le monde. Même si l'humour autour des échecs de Davis reste cruel, nous trouvons qu'il permet de donner au personnage une clairvoyance, donc une dignité que Mabel, Pinkie Pie et Kid Flash n'ont pas. On pourrait croire que c'est eux, du coup, qui sont mal aimés des scénaristes, qui ne leur laissent aucune chance de plaire au public. La réaction du public en question nous dément. Mal aimé numéro 3, Sean dans Les Chevaliers du Zodiaque, le cycle du sanctuaire. Est-ce qu'un spoiler sur une fiction ancienne et super connue que tout le monde a vu 42 fois est réellement un spoiler? Non, vas-y. Bon. Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Je plaisante. À la fin du cycle du sanctuaire dans Les Chevaliers du Zodiaque, Sean révèle au public, qui est censé en être stupéfait, qu'il cachait en lui une puissance inégalée et qu'il a choisi d'utiliser une arme à distance pour se battre sans avoir à faire appel à cette puissance, trop destructrice à son goût. Incroyable, non? Non, c'est cousu de fil blanc. Les personnages ont vraiment beaucoup trop insisté pendant toute la série sur le fait que Sean était faible, que Sean était fragile, que Sean avait besoin d'être protégé. Ça en devenait si lourd que la seule issue possible était qu'on découvre que Sean était puissant. Le souci, c'est que dans les faits, Sean n'est absolument pas faible, même quand il se bat avec sa chaîne nébulaire. C'est quand même l'arme ultime. Elle se prolonge à l'infini, sans le danger, sauve les amis, immobilise les ennemis, arrête les incendies, traverse les dimensions pour arracher le collier du grand pop. Bon, ça sert à rien dans le scénario, mais qu'est-ce que c'est classe! Et contrairement à ce qui s'est fait pour Matty, la mise en scène met énormément d'emphase sur la puissance de cette chaîne. À tel point que pour prouver que Sheena est très forte, on montre qu'elle arrive à détourner l'attaque de Sean en courant sur sa chaîne nébulaire. Pourtant, Sean lui-même est présenté comme faible avant la révélation. Ce que Sean est, en réalité, ce n'est pas faible, c'est sensible. C'est un pacifiste convaincu, débordant d'empathie pour tout ce qui vit, même ses ennemis, qu'il prévient aimablement de se rendre, sinon il pourrait leur faire vraiment mal. Il n'hésite pas à exprimer ses émotions et à pleurer, mais ce n'est pas par faiblesse, c'est par sagesse. Et voilà, il recommence, il fallait s'y attendre. Attends, un chevalier ne doit pas pleurer. Si, même le chevalier le plus valeureux ne peut contenir ses larmes de joie. Et vu le nombre d'erreurs que ses amis font à cause du fait qu'ils n'écoutent pas assez leur cœur et ne font pas preuve d'assez d'empathie,
Il a on ne peut plus raison, il faut écouter ses émotions et celles des autres pour agir intelligemment. Et pourtant, Iki est persuadé que son frère ne peut pas se débrouiller sans lui. Shiryu va jusqu'à le comparer à un lapin qui donne sa chair à manger à un voyageur parce qu'il est trop faible pour offrir quoi que ce soit d'autre. Mais t'en ficherais, moi, des lapins faibles. Tu sais ce que Shun est en train de faire au moment où Shiryu fait cette comparaison? Il est en train de mobiliser tout son cosmos pour faire sortir Yoga du coma. Mais je m'en fous que la scène soit super homo-érotique. Je m'en fous qu'elle n'ait été mise là que pour plaire aux amateurs de yaoi. À part Shun, qui fait ça? Qui réveille les gens par la seule force de son cosmos? Athéna? Athéna, la putain de déesse Athéna. Shun accomplit des actes qu'à part lui, seule la putain de déesse Athéna accomplit. Mais arrêtez donc de gueuler à tout va qu'il est faible et que c'est stupéfiant de découvrir qu'il était puissant en réalité. C'est sûr que s'il voulait se faire passer pour faible, il aurait fait un peu mieux semblant. Si Shun avait été une fille, bah ça aurait permis de traiter dès le cycle du sanctuaire la question des femmes chevaliers et du fait qu'aucune n'a jamais refusé de porter le masque. Une fille dans l'équipe principale l'aurait forcément fait et ça serait devenu une question importante. Mais je digresse. Si Shun avait été une femme, son empathie n'aurait jamais été présentée comme de la faiblesse. Ça aurait été sa spécificité de fille et il aurait été encensé pour sa gentillesse, sa compassion, ses compétences maternelles. Mais non, Shun est un personnage masculin, et un personnage masculin, ça doit être une tête brûlée sans cervelle, comme son Seiya Ryoga. Shun est sensible, Shun n'est pas une fille, donc Shun est faible, point barre. Comme pour Mati, ce qui est mystifiant dans tout ça, c'est que l'histoire a quand même une logique interne en contradiction avec cette idée. Le fait que Shun revendique sa sensibilité comme étant un choix et non une fatalité qu'il subit, le fait qu'il aurait effectivement le pouvoir de se battre de manière plus offensive mais a réellement décidé de prendre une arme moins dangereuse que son vrai pouvoir. Shun est campé exactement comme il faut pour être un personnage de pacifiste tout puissant et convaincu. Simplement, les personnages le traitent comme s'il était faible, et comme rien ne vient les contredire, les spectateurs adoptent cette vision des choses sans réfléchir à ce qu'est Shun dans les faits avant même la révélation. Et là, sincèrement, je ne comprends pas. On ne campe pas un personnage comme ça si on n'aime pas l'idée de base. Pourquoi avoir fait prétendre à tous les autres que Shun est un naze ne méritant que la condescendance? Et pourquoi ne jamais mettre en scène les autres découvrant qu'ils ont eu tort? Je n'ai lu que le début du manga, je ne sais pas à quel point ce trait de caractère est forcé dans l'histoire d'origine. Peut-être est-ce l'adaptation qui a passé à la trappe l'aspect mais bande de cons, arrêtez de dénigrer Shun, il est plus puissant que vous tous. Mais le résultat final est perturbant. Mal-aimé numéro 2, Joey dans Yu-Gi-Oh! Ok, je vais la faire courte, c'est quoi ce délire de prétendre que Joey est un éternel perdant, de le charrier sans cesse à ce sujet, alors qu'il est presque toujours finaliste des tournois auxquels il participe? Bah, venant de Kaiba, ça se justifie, il est de mauvaise foi et en plus il déteste Joey. Venant de Kaiba, ok, mais venant de Tristan? Je comprends pas, quel est le perdant dans l'histoire? S'il y en a bien un qui doit connaître cette carte, c'est toi. Venant de Théa? Ça vous étonne, vous, qu'il n'ait pas été qualifié? Même le pharaon? À propos de perdant courageux, tu as dit que cette carte te rappelait quelqu'un. Ah oui. Oh oui, explique-lui, toi. Pourtant, Joey est toujours à son côté au moment des finales. En général, quand il perd, c'est soit contre un type qui ne perdra que lorsqu'il sera confronté au pharaon, soit contre le pharaon lui-même. C'est quand même pas mal pour un éternel perdant. Après, sa façon de gagner n'est pas tendue à ses dons de joueur, quelle audace qu'il a de toujours tout risquer sur un coup de poker et de réussir grâce à un point incroyable. Ça, c'est un élément indispensable à la série. On a établi dès le début qu'il existe une espèce de magie intrinsèque à tous les jeux qui s'appelle l'âme des cartes, et qui fera qu'un joueur ayant une foi inébranlable et une vertu inaltérable gagne en récompense une chance de tous les diables. L'existence de cette magie est essentielle pour l'ambiance, car ça permet de se rendre compte que la façon dont les personnages prennent les jeux vachement au sérieux n'a rien d'exagéré, qu'un jeu c'est vraiment quelque chose de sacré. Mais on ne pouvait pas laisser le pharaon gagner grâce à l'âme des cartes. Le pharaon, il faut qu'il impressionne grâce à des stratégies inattendues et originales. Il est indispensable de le camper comme étant le maître de tous les jeux. On peut lui faire assembler Exodial Maudit une fois, histoire de poser un peu le truc. Mais ensuite, c'est fini. Il faut qu'il gagne parce qu'il a pensé plus loin de tout le monde. Pour autant, il ne faut jamais oublier que l'âme des cartes existe, et c'est à ça que sert Joey. À talonner le pharaon grâce à l'âme des cartes, qui s'avère aussi puissante que l'intelligence suprême de l'esprit du puzzle. Pour autant, Joey n'est pas idiot. Il fait fréquemment preuve d'intelligence et de sagesse, en tout cas plus souvent que Kaiba, mais bon ça c'est pas bien difficile. Malheureusement, la présence du pharaon à ses côtés fait que forcément, quand il sautera sur une conclusion logique que n'importe quel humain avec un cerveau normalement constitué aurait conclu, le cerveau surhumain du pharaon nous pond une conclusion encore meilleure et fait passer Joey pour plus bête qu'il n'est, au même titre que la présence de Sherlock Holmes aux côtés de Watson le fait passer pour plus bête que Watson ne l'est. Que les spectateurs se fassent avoir par l'impression générale que laisse cette comparaison passe encore. Mais que les auteurs, et à travers eux les personnages, se laissent mystifier par des éléments d'intrigue qu'ils ont eux-mêmes construits, ça me dépasse.
Là non plus, je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas à quel point cette bizarrerie est due à l'adaptation. Mais en tout cas, le fait que Joey est toujours au moins demi-finaliste est un élément important du scénario. Il y a toujours une énorme emphase dessus. Comment on peut l'oublier quand on est en train d'écrire l'histoire? Encore une fois, je crois que c'est une question de statut. Le ou les auteurs avaient décidé que Joey était l'éternel perdant, là pour prouver à quel point Yugi est généreux puisqu'il partage ses gains avec lui. Ils n'ont pas réfléchi ensuite à si les événements qu'ils faisaient se produire n'étaient pas en contradiction avec cette idée de départ. Supposons, malheureusement, il n'y a aucun moyen d'étayer cette hypothèse. Yu-Gi-Oh! Est quand même une histoire assez bordélique, jouissive par son côté nanardesque et emphatique, et le traitement de Joey n'est ni la première ni la dernière incohérence qu'on peut y relever. N'empêche, je crois beaucoup au design dans les mangas et la japanimation. Et franchement, on donne pas une coupe de cheveux pareille à un personnage d'éternel perdant. Si on lui donne un look aussi cool, c'est qu'on a au moins l'intention d'en faire le bras droit du héros. Si on veut que ce soit un loser, faut lui faire des cheveux noirs qui ressemblent à rien et une tête d'ahuri. Et donc, puisqu'on en parle... Mal-aimé numéro 1, Yamcha dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il l'attendait, non? Bien sûr qu'il l'attendait. Et il savait que ce serait le numéro 1. Bien sûr qu'il le savait. Donc limite on pourrait arrêter là avant d'enfoncer des portes ouvertes. Non, parce que les portes en question ne sont pas si ouvertes que ça. On est tous d'accord que Yamcha est maltraité par le scénario. Et ce, dès Dragon Ball, même si ça a atteint des sommets dans Dragon Ball Z. Mais d'une part, il n'est pas le seul à être maltraité, c'est juste plus criant chez lui. D'autre part, sa maltraitance à lui ne consiste pas uniquement à perdre tous ses combats et ne jamais trouver une occasion de se rendre utile au scénario, malgré toute sa bonne volonté. Pour bien expliquer ce qui se passe avec Yamcha, il faut bien expliquer ce qui se passe avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Le personnage principal est tout puissant, et même s'il sait faire preuve d'empathie et d'affection quand il y pense, et encore il faut s'appeler Krillin ou pas, il s'intéresse avant tout à manger, dormir et trouver des adversaires puissants pour se bagarrer avec eux, quitte à abandonner femme et enfants ou mettre en danger l'univers entier juste dans ce but. Il a vécu une bonne partie de sa vie seul dans la forêt, et le reste de sa vie seul dans des lieux divers et variés à s'entraîner. Tout ce dont il a besoin, il peut se le procurer tout seul. Il épouse une femme dont il n'est pas amoureux parce qu'il ne comprend même pas le concept d'être amoureux, il laisse ses enfants grandir sans lui parce qu'il ne comprend même pas le concept d'avoir besoin d'un père. De temps en temps, parce que le scénario souffre de dépersonnalisation, il se rappelle qu'il est important que Sangohan passe du temps avec sa mère avant la fin du monde, mais la plupart du temps ça lui passe complètement au-dessus. Un personnage comme ça n'a pas besoin d'une équipe autour de lui, mais Toriyama a tout de même décidé de lui en faire une. Dans Dragon Ball c'est surtout pour le gag, et le gag fonctionne, une fois. Dans Dragon Ball Z c'est pour occuper le méchant du moment et le spectateur le temps que Sangoku, dont on retarde de l'arrivée dans l'intrigue sous tous les prétextes possibles et imaginables, arrive enfin. Un ou deux personnages suffiraient à remplir cette fonction, mais malheureusement vu que chaque adversaire d'hier devient le supporter d'aujourd'hui, le fan club de Sangoku devient vraiment trop grand pour qu'on puisse ménager des moments de gloire à chaque membre du cast. D'autant plus si tous les moments de gloire pour personnages faibles sont réservés à Krillin. Bref, les guerriers Z se retrouvent un par un réduits à l'état d'accessoires de décor, le plus relégué étant Yamcha. Pas seulement, pour Yamcha, le problème va plus loin qu'être simplement le plus relégué. Bon, pour commencer, s'il subit cet effet-là en premier, c'est parce qu'il apparaît dès le début de la série. Il commence comme méchant, comme la majeure partie des personnages de Dragon Ball, mais bon, pas un arnaqueur comme Tenshinhan ou un génocideur comme Piccolo Junior. Un simple bandit du désert qui détrousse les voyageurs. À cause de son extrême timidité avec les filles, du moins celles qui sont en âge de baiser, et le dévouement, l'affection que lui porte son chat volant, Puer, on comprend très vite que c'est en réalité un gentil qui s'ignore et qui va finir par aider les héros. Et effectivement, il les aide contre Pilaf. Pas en étant super fort, ça c'est le rôle de Sangoku, mais en sachant quelle décision prendre, à quel moment et quelle compétence de qui est utile pour quelle situation. C'est sous sa direction que l'équipe maîtrise Sangoku changé en singe géant. Balèze, non? Bref, la chose est claire, c'est peut-être un personnage humoristique comme tous les personnages à ce moment-là, Dragon Ball étant une histoire humoristique au début, mais ce n'est pas un minable. C'est d'autant moins minable qu'il se tape la fille. Oui, enfin, il se la tape parce que c'est cousu de fil blanc. À tel point qu'on ne se pose même pas la question de comment diable il peut trouver séduisante une hystérique pareille. Mais en tout cas, pendant tout cet arc-là, dont il est un des protagonistes principaux, il fait montre de compétences et de qualités tout à fait respectables, en tout cas selon les critères de son univers où tous les personnages sont de toute façon de gros enfoirés. S'il avait quitté l'intrigue à ce moment-là comme il aurait mieux valu qu'il fasse, il aurait laissé un souvenir positif de lui. Alors, sur le moment, quand on n'est pas encore prévenu de comment l'histoire va évoluer ensuite, on est plutôt content des petits interludes insérés entre les scènes d'entraînement de Sangoku où on voit qu'il s'entraîne lui aussi et qu'il est assez balèze. Je me doute que ces scènes sont des ajouts de l'anime, en tout cas elles sont dispensables, mais ça n'est pas déplaisant pour autant. Après tout, c'est un personnage sympa, et même s'il a résolu son arc personnel, il n'y a aucune raison de penser que son retour dans l'intrigue pourrait être une mauvaise chose. Quand il perd son premier combat au premier tournoi d'arts martiaux, on se dit que c'était une nécessité scénaristique pour montrer aux spectateurs que Tortue Génial est super fort, puisqu'il arrive à vaincre Yamcha qu'on a posé comme étant badass. Quand lui et les autres amis de Sangoku arrivent en retard pour aider notre héros à vaincre l'armée du ruban rouge, on rigole, on admet que le gag est plutôt bon. Quand il perd son premier combat au deuxième tournoi d'arts martiaux,
On se dit que c'est pareil, fallait montrer combien l'adversaire est fort, mais tout de même, ça aurait été bien que ça tombe pas sur Yamcha cette fois-ci. Et puisqu'il est établi que Krillin est devenu plus fort que Yamcha, ça aurait été plus impressionnant que ce soit lui qui perde. Puis arrive l'arc de Piccolo Senior, et sans transition, le scénario décide que Yamcha est un trouillard. Oui, ce Yamcha-là, qui filait affronter l'armée du ruban rouge pour aider Sangoku. Ce qui n'empêche pas ensuite de continuer à le montrer s'entraînant auprès de Tenshinhan, Krillin et Chaoz, devenir fort, apprendre à voler, apprendre à courir plus vite que la lumière, et perdre son premier combat au tournoi suivant, encore une fois pour montrer que l'adversaire qu'il affronte est très fort. Mais là franchement ça ne fonctionne plus. Si vous voulez camper un personnage comme puissant, faites-le gagner contre un adversaire qui a déjà remporté au moins une victoire dans le cadre, et sans avoir eu besoin d'aide extérieure. Le plus injuste dans tout ça, c'est qu'il perd alors qu'il vient d'inventer une nouvelle technique super badass. Et ça ne fait encore que commencer. A votre avis, que peut faire un mec qui sait voler, courir comme Flash et briser la pierre avec les mains quand il n'y a pas d'ennemis à combattre? Un tas de choses. Il peut devenir pompier, policier, secouriste de haute montagne. Joueur de baseball. Si encore il aimait ça, mais non, il est juste persuadé, et le scénario avec lui, qu'il n'est bon qu'à ça. Mais enfin, avec ses pouvoirs, il devrait même pas être autorisé à concourir. Les autres joueurs sont vraiment trop désavantagés. C'est le début de la fin. Après, c'est simple. Tous les combats auxquels il participe, il est le premier à tomber. Mais même plus d'une manière impressionnante et glorieuse qui permettrait de rehausser le prestige de son adversaire. Comme une merde. S'il ne meurt pas, c'est qu'il a refusé de participer au combat en expliquant, non sans justesse, qu'il n'est pas assez fort pour y participer. Le scénario pourrait, à ce moment-là, lui donner l'occasion de prouver que c'est un choix raisonnable, que son soutien moral est bien plus utile au héros que ne le serait son sacrifice inutile. Qu'il est malgré tout fort, courageux, sympathique et soucieux de ce qui se passe. Ou alors, il pourrait le laisser sortir du cadre. Mais non, le scénario le garde sous le coude pour faire de son refus de se battre et de sa faiblesse par rapport aux autres un gag. Alors que, bon, c'est pas qu'il est pas fort, c'est que maintenant les adversaires sont capables de détruire une planète avec le petit doigt. C'est pire qu'Alcor et son petit ovéter jaune. C'est d'autant plus injuste qu'à part lui, tous les personnages qu'on a choisi de garder dans l'intrigue ont un moment ou deux où on rappelle qu'être plus faible qu'un Saiyajin ne veut pas dire être nul, où on prend la peine de démontrer qu'ils peuvent être héroïques ou admirables, malgré le fait d'être bêtes, faibles ou méchants. Oui, même Chichi, même Yajirobe, putain, le gars tellement important qu'il n'a pas de nom en VF pendant la majeure partie de la série. Et vu que tout ça n'est pas assez injuste, il faut qu'il se fasse larguer pour le mec qui l'a tué, avant que ce dernier n'ait assez évolué pour qu'on puisse le considérer comme un gentil. M'en parle pas, il y aurait une thèse à faire rien que sur cette partie-là de l'intrigue. Bulma le largue plusieurs fois au cours des deux séries. Puis elle oublie qu'elle l'a largué et ils se retrouvent à nouveau ensemble sans qu'il y ait eu de réconciliation. Quand elle le largue, elle le fait sous prétexte qu'il serait infidèle. D'une part, si c'était vrai, ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Même quand elle est en couple avec lui, elle bave sur tous les beaux mecs qui passent, y compris celui qui est marié et père de famille, y compris son gamin. D'autre part, c'est faux pour ce qu'on en voit et contrairement à elle, il est sincèrement amoureux. Et la seule fois où on le voit vaguement tenté par une autre fille, c'est l'un de ces moments où il s'est fait larguer. Apparemment depuis un bon bout de temps, Bulma vient de lui reconfirmer à corps et à cri que deux c'est mort et archi-mort. Bref, on ne peut plus le droit de se laisser consoler. Franchement, peut-on accabler ce personnage davantage? Non. Mais on peut encore l'empêcher d'être sauvé de la plus totale déchéance par un design cool comme Chichi. Yamcha, déjà qu'il commence en ne ressemblant à rien, plus la série avancera, plus on trouvera de nouvelles façons de ne le faire ressembler à rien. Mais non, je t'ai plus, enfin, si vous trouvez que le personnage est à ce point minable, laissez-le sortir de l'intrigue, c'est pas comme s'il était indispensable au groupe. C'est pas comme si qui que ce soit était indispensable au groupe. On comprend même pas ce qui en fait un groupe à part l'habitude. Sangoku dit que ce sont ses amis, mais bon, il est capable de rester 5 ans sans leur donner de nouvelles, même pas un faire-part pour la naissance du gosse. Qu'il en ait un de moi, il le remarquera même pas. Tous les personnages sont maltraités dans Dragon Ball Z. Mais Yamcha subit la totalité de toutes les maltraitances que subissent les autres personnages. C'est beaucoup pour un seul homme. Il paye cher son idée saugrenue d'être arrivé dès le premier arc. Voilà, c'était notre top 10 des personnages formidables que, pour une raison obscure, les scénaristes semblent détester. Il y en a bien d'autres, pas forcément des gens exceptionnels, mais en tout cas des personnages dont les actions donnent à penser qu'ils sont bien meilleurs que ne le disent les autres personnages, le scénario ou même les spectateurs. Dans la vraie vie, on peut se farcir une mauvaise réputation totalement imméritée. C'est triste, mais ça se comprend. Malentendus, médisance et incompréhension sont tout à fait possibles à partir du moment où plusieurs personnes sont impliquées. Mais qu'un auteur ne comprenne pas son propre personnage, c'est bizarre. Dans le cas des séries animées à la rigueur, on peut peut-être attribuer ce phénomène au fait qu'il y ait plusieurs auteurs,
et qu'un personnage créé par l'un n'est pas forcément bien compris par l'autre. Mais cette hypothèse ne tient pas la route quand il y a une véritable constance dans le décalage entre ce que le personnage est si on le définit par ses actions et ce qu'il est si on le définit par la manière dont il est présenté au spectateur. Dans les cas que nous avons cités, le résultat de ce décalage est que le personnage est globalement mal considéré alors qu'il a beaucoup de mérite, mais ce problème peut aussi toucher des personnages bien considérés, mais à qui on prête une caractéristique secondaire qu'ils n'ont pas en réalité. Zuko est censé ne pas être un maître du feu exceptionnel. Pourtant, il réussit à battre Zhao alors qu'il n'a jamais été entraîné, son père l'ayant banni dès le début de son apprentissage, et son oncle refusant de lui apprendre les techniques offensives. Pourquoi cette contradiction? De deux choses l'une. Soit ça vient du fait que les auteurs ont une intention de départ mais ne réfléchissent pas assez à sa mise en œuvre, ce qui fait qu'il y a contradiction entre ce que le personnage est factuellement et ce qu'il est censé être. Soit c'est que les auteurs prennent des qualités pour des défauts, de l'intelligence pour de la lâcheté, du courage pour de la bêtise, du pacifisme pour de la faiblesse, et se retrouvent à camper un personnage pour qu'il soit détestable, mais en font au contraire un personnage qui mérite qu'on s'en souvienne. Le seul jour où j'ai pu attirer l'attention, c'est le jour où le médecin a dit à maman, je crois que c'est un garçon. Les seuls moments où on me félicite, c'est par écrit au début de la notice pour l'achat de ce nouveau mélangeur électrique. Je suis allé à la banque pour négocier un emprunt, mes amis, mais la seule chose que j'ai pu emprunter, c'est la sortie des gaffes. Vous savez, j'en ai toujours trop fait. J'ai même gagné le trophée des gaffes. Ah oui? Ouais, je suis un raté. 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 C'est là que le game go.